Donc comme vous le savez, la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Et aujourd'hui, nous recevons une personne, une fois de plus, qui gagne à être connue, en la personne de Hubert Marty-Vrayance. Bonjour. Bonjour. Alors je vais commencer comme d'habitude par votre présentation et nous rentrerons dans le vif du sujet. Alors, Hubert Marty-Vrayance, vous êtes un policier français. Vous avez été commissaire à la direction centrale des renseignements généraux. Oui. Et au SGDN pendant 5 ans. Donc le SGDN, c'est le secrétariat général de la Défense nationale, qui est un service du Premier ministre. Tout à fait. Alors exceptionnellement, par rapport aux autres interviews, je vais vous laisser vous présenter plus largement parce que, en fait, vous venez nous parler de votre histoire. Hein, c'est la raison de votre présence aujourd'hui. Vous êtes en train d'écrire votre autobiographie, mais elle n'est pas encore terminée. Non. Donc vous allez nous donner un peu une primeur, donc c'est gentil. Et donc je vous laisse, et je réagirai de temps en temps à ce que vous direz. Mon histoire, effectivement, n'est pas banale, puisque je dirais que je ne m'attendais pas à me retrouver dans l'état où je me retrouve depuis 3 ans, c'est-à-dire sans emploi, dans une situation économique, sociale, psychologique, financière très difficile, puisque je suis depuis 3 ans sans travail, sans poste. Je pense en avoir retrouvé un très prochainement. Mais comment j'en suis arrivé là? Bon, j'ai fait des études de très bon niveau, puisque j'ai fait Sciences Po à Paris. J'ai fait ma licence et ma maîtrise à la Sorbonne dans les années 80. Et puis, j'avais été admissible à l'ENA, et comme je n'avais pas réussi les oraux, j'ai passé le concours de commissaire. Et donc, j'ai fait mes études à l'École nationale supérieure de police. Et puis, quand on est commissaire à 25 ans, normalement, il y a un avenir brillant qui s'offre à vous. Donc, oui, vous étiez précoce, on peut le dire. Oui. Ouais, j'ai eu mon bac à 17 ans, j'avais une année d'avance, j'ai réussi mes études assez bien. J'ai fait un mémoire de sciences politiques sur le corps préfectoral, le travail des préfectures, qui avait eu les félicitations du jury. J'étais un bon élément, je faisais que travailler, je travaillais beaucoup. Mes concours, j'ai tout réussi quasiment, sauf les oraux de l'ENA. C'est dommage, sinon je ne serais sans doute pas là. Comme Éric Zemmour, tiens. Ah bon, très bien. Eh bien, donc j'ai choisi la police. Et j'ai choisi, en sortant de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, la direction des renseignements généraux, parce que c'était une activité qui me paraissait intéressante, ouverte, axée à la fois sur un poste d'observation sur la société française, et puis connaître aussi les milieux underground, puisque c'était le service qui n'existe plus, mais c'était les services de renseignement intérieur français. Il permettait un peu de savoir, de connaître aussi les extrêmes, les lames de fond, tout ce qui est un peu caché dans la société française. Après avoir démarré ma carrière en Normandie, puisque j'ai été 3 ans et demi au Havre, j'ai été ensuite nommé directeur DRG à Nevers, dans la Nièvre, où je suis resté 4 ans, ce qui m'a permis de connaître et l'entourage de François Mitterrand, et puis surtout Pierre Bérégovoy, puisque c'était le maire de Nevers à l'époque, ministre des Finances, puis Premier ministre. Ensuite, je suis parti en Afrique pendant 4 ans, où j'ai connu des convulsions, un état de crise au Gabon pour la première élection au suffrage universel d'Omar Bongo. Ensuite, je suis allé au Burundi juste après, un an après l'affaire du Rwanda. Je coupe juste, ouais. Ça c'était toujours dans le cadre des renseignements généraux? Non, c'était plus dans le cadre des renseignements généraux. En fait, dans la police, vous avez plusieurs directions. Vous aviez l'ERG et la DST, maintenant qui ont fusionné dans la DCRI. Vous aviez la sécurité publique, c'est le grand bataillon de la police, c'est la police que tout le monde connaît. Après, vous avez la police judiciaire que tout le monde connaît bien maintenant, puisqu'il y a des émissions télévisées sur les problèmes judiciaires qui ont une forte audience maintenant. Vous avez les CRS, vous avez aussi donc un service de coopération internationale qui s'appelle le STIP, qui envoie des policiers français à l'étranger. Alors, c'était créé en 61, c'était que les services, que les pays africains, mais depuis 20 ans, le STIP a des délégations dans le monde entier. Donc c'est dans ce cadre-là que je suis allé 4 ans en Afrique, et quand je suis revenu, dans des conditions un peu dramatiques, parce que j'ai failli être tué au Burundi, on m'a proposé un poste super intéressant qui était dans les services du Premier ministre, où je m'occupais de problèmes juridiques sur la montée de la société de l'information, la conservation des données personnelles. J'ai surtout participé au G8, à la mise en place d'un cadre de coopération sur tout ce qui est cybercriminalité, coopération des services et de la justice sur Internet, ce qui m'a permis de connaître beaucoup de gens, beaucoup de choses. Je travaille aussi dans les problèmes sur Schengen, sur Europol. J'étais dans des tas de conférences sur la CNIL, la sauvegarde des données personnelles, etc. Bon, je participais à tout ce mouvement. Donc vous avez été dans les petits papiers de l'État, en fait.
Oui, voilà. Dans des choses très intéressantes sur les défis que pose Internet aux autorités dans les années 97, 18, 19, 2000, puisque j'ai quitté précipitamment le GDN en 2002. Mais c'était très intéressant de voir à ce moment-là comment les différents ministères réagissaient sur quelque chose de nouveau pour eux qui était Internet, hein, avec des positions très, je dirais, très précarées, très souverainistes pour les gens qui voyaient affluer ça comme quelque chose de très dangereux, hein, potentiellement dangereux. Maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs. Mais il y a simplement 10 ans, la France sans Internet, c'était plus la France d'aujourd'hui. C'était quelque chose de bien différent. Voilà. Et ensuite, j'ai eu donc des ennuis. Alors, mes ennuis ont été, si vous voulez, en deux étapes. D'abord, j'ai pris des positions assez anticonformistes sur les attentats du 11 septembre. Mais alors, avant d'en arriver là, qui est un des gros dossiers de votre vie, je voulais que vous nous disiez deux mots aussi sur Bérégovoy, parce que ça, c'était chronologiquement avant. Oui, c'est chronologiquement avant, mais les ennuis, c'est chronologiquement après. Ah oui, d'accord. Alors, pardon. Alors, non, mais on peut en parler avant. On peut en parler. Je pense qu'une des raisons cachées de mes ennuis, parce que, si vous voulez, on a démoli ma carrière, on a donné un coup d'arrêt grave, puisque sans travail, et quand vous êtes révoqué de la police, vous n'avez pas le droit à CDIC, vous avez le droit qu'au RSA ou RMI. Hein. C'est très difficile. Et ensuite, se réinsérer, trouver du travail alors que vous a révoqué, il faut vraiment trouver des entrepreneurs, enfin des responsables d'entreprise très courageux qui passent au-delà de vos problèmes judiciaires et médiatiques pour oser vous employer. Donc, quand vous avez un rideau de fumée, c'est très difficile. En plus, il y a la crise actuelle qui est réelle. On a du mal à trouver du travail. Et passer 40-45 ans, trouver du travail, c'est un vrai défi. On peut en profiter pour dire que, là, vous allez peut-être trouver du travail, mais j'espère, je pense, si des entrepreneurs nous écoutent, envoyez-nous vos coordonnées, on les transmettra, bien sûr. D'accord, avec plaisir, parce que je pense avoir des compétences en intelligence économique, en enquête, en droit, je ne suis pas mauvais non plus, sinon je n'aurais pas fait cette année de droit. Votre biographie, je veux dire, est assez claire là-dessus. Mais revenons sur revenons sur mes affaires sur Bérégovoy. Je pense que ça peut être une des causes claires de mon éviction, parce que le ministère de l'Intérieur, comme tous les ministères régaliens en France, il y a une langue de bois qui est phénoménale. On ne dit jamais un chat est un chat. C'est toujours en dessous, on tourne, on biaise, etc. Donc l'affaire Bérégovoy, c'est en fait une enquête que m'a demandé l'ancien directeur des renseignements généraux, Yves Bertrand, sans le dire, parce que les enquêtes off dans ce domaine, c'est jamais écrit. C'est des vérifications qui se font, je veux dire, en loose day, confidentiellement derrière, etc. Est-ce que c'est ce qu'on a appelé le cabinet noir? Oui, alors c'est ce qu'on a appelé abusivement le cabinet noir. Ça m'énerve copieusement cette histoire de cabinet noir, parce que d'abord noir, pourquoi noir? D'abord, si on est dans un cabinet, en plus en général, quand on est dans un cabinet, on est couvert. Et moi, j'ai pas été couvert, j'étais lâché. C'est différent. Bon, ensuite, le cabinet, ça supposerait un staff constitué, etc. Bon, moi, j'ai participé pendant 1 an et demi à des enquêtes que Bertrand avait lancé, je dirais un peu manigancé, parce que ça serait peut-être le terme plus exact qui correspondait à cette action. En fait, c'était visé à la réaction de Jacques Chirac et à écarter ses rivaux potentiels, qui étaient au nombre de 2, essentiellement. Bon, il y avait donc Lionel Jospin, qui était le Premier ministre, donc il fallait essayer d'écarter. Et puis il avait un autre rival, qui était Charles Pasqua. Donc ce que Charles Pasqua dit sur son procès, je pourrais confirmer. Donc ce qu'effectivement Charles Pasqua déclarait sur le fait qu'il aurait eu des enquêtes instruites à charge pour l'abîmer, je confirme. C'est que vraiment, à cette époque-là, il faisait partie d'un rival dangereux, et je sais, bon, moi j'ai pas participé à aucune enquête contre Charles Pasqua, mais j'entendais beaucoup de choses, effectivement, visant à l'impliquer de façon un peu abusive pour essayer de l'écarter de la présidentielle de 2002. Bon. Mais revenons sur Bérégovoy. Alors, je vais revenir sur Bérégovoy. Je pense que c'est une raison importante de mon éviction, parce que je passe pas pour un Librius ou quelqu'un qui a une imagination débordante, bien qu'après on essaie de le faire croire avec mes idées sur le 11 septembre. Mais j'ai acquis la conviction, étayée par de nombreuses personnes, de nombreuses constatations que j'ai faites sur place, que M. Bérégovoy ne s'était pas suicidé, mais qu'il avait été assassiné. Mais quand vous trouvez une chose comme ça en France, c'est très grave. Quand vous êtes un auteur de roman, quand vous êtes un essayiste, que vous écrivez une fiction, un roman, vous pouvez vous le permettre, mais quand vous êtes commissaire de police, on a du mal à vous le pardonner. Alors, sur quoi je me base sur l'affaire Bérégovoy? Je me base sur d'abord un homme que j'ai connu pendant 4 ans. On va faire court, parce qu'on ne peut pas revenir sur toute l'an. On ne peut pas revenir sur tout. Surtout qu'il y a le 11 septembre derrière. Voilà, mais si vous voulez, rapidement, l'ayant connu, fréquenté, connaissant un peu le personnage, c'est pas du tout le type de gars qui se serait suicidé.
Et du moins, s'il s'était suicidé, c'était quelqu'un de tellement méthodique, organisé, qu'il aurait laissé des preuves telles que le suicide ne ferait pas la moindre ombre de doute. Et vous savez ce qu'on dit, dans les cas de stress, les gens agissent Oui, différemment. non, justement, c'était pas du tout un homme stressé comme on le raconte. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai vu des gens qui l'ont vu le jour même, dans tous les niveaux. Donc, je peux dire que c'était pas le gars en dépression totale qu'on a présenté. Rien à voir. Donc, à partir de moment, si on dit que... Et maintenant, on a des preuves, parce que petit à petit, il y a des choses qui sont arrivées, qu'on découvre. Il y a eu des documentaires qui ont été faits. Il y a eu des documentaires, il y a eu des enquêtes, et ce n'est pas fini. Je dirais que tous les mois, il y a son petit lot de révélations, parce que le temps passe, il y a des gens qui réfléchissent, qui parlent, qui ont des bribes à délivrer ou des choses à donner. On peut dire d'ailleurs que vous avez été vous-même interviewé dans le cadre de ces documentaires-là. Oui, j'ai participé à l'enquête de Francis Génery, qui s'appelle L'adoublement de Pierre Bérégovoy, où quand même on livre des éléments très troublants sur cette affaire. Alors, pourquoi aurait-il été assassiné? Bon, moi, je pense que c'est une vaste affaire qui concerne... Alors ça, c'est énorme. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pourquoi on vous en a voulu pour l'avoir trouvé ou l'avoir... Alors, est-ce que je n'ai pas, à travers cette enquête, contesté l'alibi du ministère de l'Intérieur, qui était de dire l'alibi qu'il a oublié son arme dans la boîte à gants. Parce que je dirais que c'était ça l'alibi qui disait, qui tendait à croire que Bérégovoy se serait suicidé. Donc si même 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans plus tard, un commissaire dans une enquête vient détruire cet alibi, c'est embêtant. C'est fâcheux pour ce qu'on a soutenu Mordicus 10 ans avant. Bon. Pour ça, on a voulu vous le faire payer. Moi, je pense. Et surtout, c'est une mort qui doit déranger beaucoup de monde. Encore maintenant, mais encore, je dirais 17 ans après. Ça fait 17 ans que cette mort a lieu. La preuve, on en parle encore. On en parle encore et on ne fait pas œuvre de transparence dans cette affaire. Elle est quoi la transparence dans une affaire pareille? On va tout de suite passer à... pas de souci, d'accord. En septembre, parce que malheureusement, le temps tourne. Mais il y a un gros morceau là qui arrive et qui est en effet que vous faites des déclarations. Alors, je ne sais pas si c'était des déclarations publiques. Non, alors justement, sur le 11 septembre, pas de déclaration publique. Un ensemble de mails, attendez, c'est quand même, quand on réfléchit comment ça s'est passé, on peut qu'être édifié. Moi, j'étais membre d'un réseau privé, c'est comme quand vous êtes dans un réseau participatif, vous choisissez vos correspondants. C'était un réseau qui s'appelait dgse.org, mais qui n'existe plus, qui existait de 98 à 2002 ou 2003, qui a sombré après cette affaire. Et c'est là-dessus que chaque participant donnait des avis sur des affaires du moment. Bon. Moi, sur le 11 septembre, dès le début, je suis très étonné de ce qui se passe aux États-Unis. Connaissant un peu la concentration de services de renseignement entre Washington et New York, et sachant un peu que rien d'envergure ne peut échapper aux Américains sur leur sol, je n'ai jamais cru à cette histoire d'attentat. Et vous n'aviez pas accès à des informations de première main? J'ai eu accès à certaines choses, mais j'en parlerai dans mon livre. D'accord. J'ai eu accès. Patienter un peu. J'ai eu des discussions assez intéressantes avec des Américains peu après les fêtes, qui tout de suite n'étaient pas du tout dans la ligne de ce qu'on nous disait. Bon, j'ai eu beaucoup de doutes. Il y a eu le livre de Messan, c'est ça qui a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que Messan, à la fin de son livre, remerciait des personnes en mettant des initiales, et il avait mis les miennes sans en parler. Et il y a un journaliste d'investigation. Donc les vôtres, c'est HMV, hein. Voilà. C'est très reconnaissable. En plus, c'est très reconnaissable. Si c'était AB ou CD ou PM, ou je ne sais pas, c'était Passepartout. Il y a eu ER aussi, hein, qui était Emmanuel Ratier. Oui, ça, c'est vrai, par contre. Non. Oui. Enfin, quelle est la contribution des uns des autres? Ça, bon, mais ça, on n'a pas dit. Voilà. Moi, c'est vrai que nous avons eu des discussions, Messan et moi, sur les questions qu'on pouvait se poser sur le 11 septembre, mais je n'en ai jamais écrit une ligne, ni une page. J'étais un inspirateur, j'ai donné mes interrogations, mais qu'à cela ne tienne, on a fait de moi, en 48 heures, l'écrivain occulte, un inspirateur caché de Thierry Messan. Alors que vous dites c'était juste des questions que je me posais. Bien sûr. D'accord. Mais ça n'a toujours été que ça. D'ailleurs, c'était même pas public donc. Mais non, c'était même pas public. C'est sur un forum semi-privé. C'était un forum, mais pas semi-privé, totalement privé, parce que totalement privé, parce que les gens s'inscrivaient nominativement, c'était pas le tout venant qui venait. Donc, on a fait de ces interrogations des déclarations fracassantes à mon corps défendant. Donc, j'ai vu un immense nuage médiatique se créer malgré moi. J'en ai perdu mon poste tout de suite, et après, ça a été une cavalcade d'ennuis pendant un an, où j'ai vu donc mes enquêtes pour le cabinet noir, entre guillemets, filer dans la presse, mon nom lié à l'affaire Bérégovoy ou aussi à l'affaire Colonna.
Et donc, à ce moment-là, il y a eu, comme ce ministère n'aime pas les vagues, n'aime pas les gens qui sortent un peu de l'ordinaire, comme ce ministère n'aime pas que les gens prennent position hors le courant officiel, ils m'ont décroché, mais ils n'ont rien trouvé de fatal à ce moment-là pour m'éliminer. Donc, j'ai été sans poste pendant 2 ans. Ils ont pris prétexte, de simple identification de voiture pour me suspendre 6 mois sans salaire. Vous imaginez quand même, hein? Alors même que j'en développerai dans mon livre sur la même affaire Colonna. Il y a un commandant qui a commis des choses mais infiniment plus graves et des choses infiniment complètement illégales, hein, et qui lui a eu qu'un simple avertissement. Alors que moi, pour une affaire où j'avais aucune plainte et porté tort à strictement personne, au contraire, j'apporterai des éléments dans mon livre sur des choses qu'on ne sait pas sur l'affaire Colonna. Bon, j'apporterai des éléments. On m'a donc privé de toute ressource pendant 6 mois, et quand je retrouve un poste en 2004, c'est dans des conditions extrêmement difficiles, vous imaginez. Campagne de presse, et en 2 ans, j'ai perdu 60 000 € de salaire. J'ai dû engager 2 avocats, même 3. J'étais complètement exempt. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont profité de mon état de faiblesse, et financière et psychologique, pour envoyer un gendarme, un ancien gendarme, qui s'appelle Patrick Battendier, qui était l'un des meilleurs agents de la DST depuis 5 ans, puisqu'il s'occupait d'intelligence économique avec eux. Il est venu à mon commissariat me proposer de collaborer avec lui, et en fait c'était un piège. Hein, en me demandant quelques renseignements, et en me remerciant en fin d'année, en me disant « Tiens, tu es un peu dans les ennuis, je vais te passer 1 000 €. » Moi je vous le dis clairement, hein, quelques fiches, 1 000 €, et donc on m'a révoqué pour corruption. C'est ça, on vous a accusé d'avoir transmis d'informations qui étaient confidentielles. Voilà, alors il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Mais de voir que j'ai pu avoir ma carrière stoppée, ma maison saisie, ma famille détruite, plus de travail, etc. Pour 1 000 €, quand j'entends ce qui se passe dans la société française, excusez-moi, il y a de quoi être scandalisé. Très bien. Bah écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Monsieur Marty-Vrayans, d'avoir accepté notre invitation. Et donc, à une prochaine fois pour le nouveau quart d'heure de célébrité. Merci.